Ce qui ferait sens dans ma vie, c'est d'aider les personnes à trouver le job qui leur convient. Okay. Donc j'ai trouvé cette méthode qui s'inspire de l'ikigai, c'est-à-dire que ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce qui fait sens pour moi et qui me permet de gagner ma vie. Donc c'est une méthode que j'ai développée dans l'accompagnement de personnes. J'ai pratiqué ça 6 ans, je crois. Et ensuite j'ai écrit ma méthode dans un livre. Pour la partager. Le livre de Smart Job, on vient d'évoquer ces salariés qui sont désengagés et qui, pour certains, cherchent un nouveau job, cherchent à quitter leur emploi. Et on en parle à travers ce livre, Trouver le job de vos rêves, l'ikigai, pour mieux se connaître et se réaliser professionnellement, édition Erol. Et l'auteur Cécile Banon est notre invitée. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes coach en transition professionnelle. D'abord, un petit mot sur vous, parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où l'on parle et pourquoi on écrit un livre. C'est jamais anodin d'écrire un livre. Vous avez une autre vie avant, dans la finance, dans la banque. C'est ça. Et puis vous avez vous-même renversé la table pour devenir sociologue. Oui, c'est à un moment donné de ma carrière, je me suis aperçue que je faisais le métier de mon père, le métier de mon grand-père, mais je me suis posé la question, mais au fait, et moi qu'est-ce que c'est qui me plaît ? Et j'ai commencé à chercher, à tirer le fil, parce que c'est pas facile de trouver ce pourquoi on est fait et ce que l'on veut vraiment dans la vie. Et c'est d'ailleurs l'objet un peu du livre, c'est d'aider les gens à trouver ce pourquoi ils sont réellement faits. Il y avait du mal-être dans l'entreprise qui était souvent dû à ce qu'on appelle les erreurs de casting. Einstein, il appelle ça mettre un poisson dans un arbre. Après, on dit le poisson, il est bête. Ah non, c'est pas le poisson qui est bête. C'est simplement qu'on l'a pas mis au bon endroit. Quel gâchis humain, c'est qu'un individu ne soit pas à sa place professionnellement. Je suis ravi de t'accueillir sur mon podcast. Merci Mickaël, plaisir partagé. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, aujourd'hui je suis en pleine forme. Ouais, c'est chouette. Bizarrement, j'ai l'impression que c'est un peu tous les jours pareil. Je crois pas t'avoir déjà vu me dire non, ça va pas du tout. C'est vrai. J'ai la joie de me dire waouh, encore une journée devant moi, ça va être magnifique. J'ai cette joie-là d'avoir cette réaction en me levant le matin en me disant ça va être super ma journée. Waouh. Faut dire j'ai un petit rituel le matin. Ah, tu peux nous en dire un petit peu plus si tu as envie, bien sûr. On le dit maintenant, je le dis tout de suite, allez, mon rituel. Partage-nous. Alors écoute-moi, mon rituel c'est je prends mon café avec un plaisir immense, en prenant mon temps. Ah ouais, ça c'est un luxe. C'est hyper important. Ensuite, je fais de la méditation. Ok. Je fais de la méditation, j'en fais pas énormément, tu vois, je fais 15 minutes, 20 minutes. Okay. Et parfois, ça tombe dans la visualisation. Tu vois, ça c'est surtout, je rentre peut-être dans le vif du sujet, je donne ma recette tout de suite. C'est surtout quand je vais passer sur scène, quand je vais faire une conférence, je fais beaucoup de visualisation les jours qui précèdent et même les semaines qui précèdent, okay, pour préparer mon cerveau, mon mindset à ce qui va se passer. Et je le projette aussi, cette visualisation, je la projette dans la joie. Ah, ok, dans la joie. Voilà, tu vois, et c'est ça qui va ensuite illuminer ma journée. Ensuite, mon rituel, c'est de mettre des musiques directement dans mes oreilles, au moins 10 minutes, ne serait-ce que sous la douche, tu vois, j'écoute ma musique, mais une musique qui va me rappeler des souvenirs, qui va me remettre en dynamique, qui va me remettre en joie. Et ensuite seulement, j'arrête et je commence ma journée. Et tu démarres ta journée justement après ça. Tu parlais de méditation. Méditation, tu l'as fait en étant guidée ou par quelque chose, ou tu l'as fait toute seule, silence ? Silence. D'accord. Silence. Donc j'ai appris la posture, tu vois, comment tu te tiens sur le dos droit, donc ça tu le sais, nos auditeurs aussi j'imagine, de bien relax les épaules, la mâchoire, et tu commences à te concentrer. Alors bon, moi maintenant j'ai l'habitude, mais pour ceux qui commencent, on commence par penser à son corps, à se connecter à son corps, les jambes, les genoux, on remonte comme ça. Moi maintenant c'est bon, j'arrive à me connecter direct, mais c'est le processus pour arriver à faire le silence. Le silence et le calme. Alors tu peux t'aider aussi en faisant 5 minutes de cohérence cardiaque. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas la cohérence cardiaque. Alors, cohérence cardiaque, moi j'ai une petite application sur mon téléphone. D'accord. Et c'est de ramener la respiration
à l'inspire et à l'expire en un temps égal. Ok. Et cette régularité pendant 5 minutes va calmer aussi bien ton cœur que ton cerveau, que ton esprit. Tu peux poser une intention aussi pendant que tu inspires et pendant que tu souffles, tu peux penser à quelque chose. Tu peux poser une intention. Mais ce calme imposé pendant 5 minutes, ça te fait du bien pour toute la journée. Pour ceux qui ont des problèmes pour s'endormir, parfait. Ah bah ça c'est parfait. C'est excellent. Parfait. C'est tu excellent. commences par 5 minutes et c'est bon, tu t'endors. C'est un pont pour aller justement vers le sommeil là. Pour aller vers le sommeil. Et t'as des trucs toi comme ça aussi, Michael, des petits rituels pour te mettre en joie? Alors des rituels pour me mettre en joie, oui. Comme toi, la musique. La musique, c'est effectivement un magnifique moteur, je trouve, pour se mettre dans les meilleures conditions. Afin de réussir une performance ou de dépasser quelque chose qui va être difficile pour nous. Ça, c'est pour moi un bon moteur. Le sport aussi aide beaucoup, pour moi en tout cas. Mais j'aimerais revenir sur une partie que tu as exprimée qui, à mon avis, est intéressante, c'est la visualisation. Oui. Tu parlais de la joie. Oui. Concrètement, qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu visualises ? Oui, c'est une excellente question, parce qu'il faut aider nos auditeurs à comprendre qu'est-ce que c'est que la visualisation. Je vais te donner l'exemple précis. J'ai fêté mon anniversaire l'année dernière avec une fête. Comme je passais une dizaine, j'ai fait une grande fête. D'accord. Et cette fête a été un moment de bonheur incroyable. Ça a commencé le vendredi après-midi, ça s'est terminé le dimanche après-midi, en fin d'après-midi. Et il y avait, j'avais loué un endroit, tu vois, où on pouvait dormir, manger, tout était libre et il y avait la musique, puisqu'on a dansé. Okay. Et aussi bien le vendredi soir que le samedi soir, il y avait donc, on a mis la musique qu'on voulait. Tu vois, le samedi, il y avait un DJ, mais le vendredi, c'était libre. Okay. Et chacun a choisi une musique et on s'est éclaté, on a dansé. Et là, c'était complètement une liberté. Et là, j'ai senti vraiment le plaisir de danser. Moi, j'adore danser. Okay. Et ce plaisir-là, cette joie-là, je l'ai gravé dans ma tête. Il y a eu un film en plus, donc quand j'ai besoin, je peux regarder, ça a été filmé, donc je regarde le film. Et puis, le samedi soir, il y a eu le cadeau. Et le cadeau, tu vois, je le porte depuis à mon cou. Et là, je donne un tip pour nos auditeurs, c'est que quand tu penses quelque chose comme ça, que tu visualises quelque chose de très gai, tu touches quelque chose, c'est l'ancrage, tu sais, en PNL. Et moi, j'ai touché mon petit cadeau qu'on m'a fait. Et depuis, quand je touche mon cadeau, la joie, tu vois, je souris parce que c'est automatique. Le cerveau te renvoie. C'est cet instant-là, cette joie immense que j'ai reçu, ce cadeau d'amour de mes invités. Bon, écoute, je vais en avoir les larmes aux yeux. C'était ce moment, fabuleux, qui m'a, voilà, c'est ça la visualisation. Quand j'ai besoin de ça, c'est ancrage, visualisation. Ok, et ça te connecte à un sentiment supérieur qui te met justement dans les meilleures conditions, là pour la journée, mais aussi parfois pour des événements importants pour toi, comme la conférence, si je comprends bien. Avant de rentrer en scène, j'ai un petit rituel et bien sûr, je touche l'ancrage. Mon ancrage, bien sûr. Ça facilite l'association. Tu te rappelles, c'était qui le joueur de tennis qui touchait son short et tirait son... C'était pas Federer, non? Je me demande si c'est pas Nadal, mais je suis pas sûr. Ou alors Nadal, je sais plus, mais tu sais, il y en a un, il tire son short parce que ça le visualise le meilleur service qu'il a fait dans sa carrière. Rien que de toucher son corps, son short, le cerveau revisualise. Et le service qu'il va faire, il va être génial. Tu vois, c'est ça la puissance de notre cerveau, je pense. Bien sûr, bien sûr. Alors, justement, la transition est bien faite pour la puissance du cerveau et la puissance finalement de l'humain, presque j'ai envie de dire. C'est aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire un petit peu ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver jusqu'à conférencière? Je pense que tu as fait beaucoup de choses. Si tu devais me le résumer en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Écoute, en quelques mots, j'ai fait 8 métiers. Tu as fait 8 métiers. Donc, je suis obligée de raccourcir. Ça me va bien. 8 métiers. En gros, une partie de carrière dans la finance compta. D'accord. Jusqu'à l'audit. Ok.
Et l'audit, ça a été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai changé. Parce que j'ai détesté. J'ai détesté. Qu'est-ce que tu détestais là-bas J'ai détesté de faire trembler les gens. Tu vois, c'était une façon de voir, chacun a sa vision des métiers. Bien sûr. Donc il y a des personnes qui considèrent que l'audit, heureusement qu'il y en a, puisque ça permet de corriger. Ok. Moi, la façon dont je l'ai vécu, et c'est ça qui est important, c'est chacun comment on vit. La façon dont je l'ai vécu, c'était une personne qui m'apportait les dossiers à contrôler, et quand elle me voyait, comme sur mon front, il y avait écrit inspection, audit, la pauvre fille, elle était toute jeune, tu sais, elle tremblait. Pour moi, c'était, c'est juste insupportable. Moi, je suis pas sur terre pour faire trembler les gens. Donc moi, ça m'a complètement chamboulé. C'était ce costume en fait qui ne te convenait pas en réalité. C'est ça, c'est la vision que les autres avaient de moi. Moi, je déteste ça. C'est pas mon mindset. Moi, mon mindset, c'est plutôt aimer, c'est plutôt bien sûr, rassembler. C'est rassembler, mais c'est aussi partager. Et dans ce métier-là, j'ai pas compris dans la façon dont on me le faisait faire, peut-être, ou dont moi je le faisais mal, peut-être, mais je ne partageais rien, sauf faire peur aux gens. Donc c'est ça a été l'élément déclencheur pour que je dise non, ok, ça me plaît pas du tout. Et c'est là que j'ai entamé une reconversion, qui m'a conduite à reprendre des études. 2 ans. À quel âge? Quand j'ai repris mes études, j'avais 48. Wow. Donc j'ai fait un master 2 de sociaux. Donc quand j'ai soutenu le mémoire, j'avais 50. Incroyable. Ok. Comment tu l'as vécu de reprendre les études à 48 ans? Passionnant. Ouais, t'as adoré ça. Passionnant, parce que tu t'en fiches de l'âge. Mais alors tu t'en fiches royalement. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que c'est que tu es en train d'apprendre. D'accord. Qu'est-ce que c'est que tu es en train de découvrir. Et est-ce que aussi on pourrait ajouter, est-ce que c'est en lien avec l'objectif que j'ai après, le sens finalement de ce que tu fais? Bien sûr, que ça c'est important. Ça faisait sens parce que là, c'est moi qui avais choisi. Ah oui, voilà. C'est moi qui avais choisi et ça a demandé. Alors là, c'est vraiment pour tes auditeurs et mes auditeurs à moi. C'est un parcours, cette recherche de qu'est-ce que c'est qui nous plaît. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on va trouver comme ça, d'un claquement de doigts en 2 secondes. Si vous trouvez en 2 secondes, c'est que vous êtes trompé, d'accord? Non, c'est vraiment un processus. C'est vraiment, moi j'appelle ça tirer le fil. Parce que tu pars derrière. Je vais donner mon exemple pour les autres. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est voyager. Ok. Bon, à part si tu es dans le tourisme, mais depuis le Covid, bon, en plus, c'est pas une bonne idée, le tourisme. Mais bon, à part si tu es dans le tourisme, en quoi ça fait bouillir la marmite? Comment tu vas payer tes factures avec ça? Non, tu sais pas. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve voyager, c'est quoi? Et tirer le fil, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire voyager pour moi? Et j'ai pris mon cahier et mon stylo, et j'ai noté, comme ça, au kilomètre, tout ce qui me vient à l'idée de ce que moi j'aime dans les voyages. Est-ce que c'est découvrir des paysages? Est-ce que c'est une aventure? Genre je pars sac à dos? Non. Est-ce que c'est parcourir le monde? Est-ce que c'est... Pour moi, c'était, je m'en suis aperçue en analysant, c'était découvrir des peuples, des gens que je ne connais pas. C'est apprendre. Waouh, ils mangent comme ça, eux, par rapport à ma façon à moi. Waouh, c'est génial. Du coup, j'ai envie de goûter. Bien sûr. J'ai envie de découvrir. Ah, mais ces gens-là, ils se marient comme ça. Ils s'habillent comme ça pour le mariage. Waouh, ils font telle fête. La coutume, c'est comme ça. Et tu vois, chaque fois que tu découvres, tu apprends. Parce qu'après, tu cherches pourquoi ils font comme ils font. Et c'est ça qui fait sens. C'est ça parce que tu enrichis ta connaissance. Et quand tu te rends compte tout ce que tu ne connais pas dans le monde, c'est un gouffre et ça te donne une formidable envie d'aller plus loin, plus loin, plus loin. En gros, tu te traces un avenir, tu te traces un chemin. Ça fait sens. Se dire, j'ai un avenir, je découvre, j'apprends. Ça fait sens. Magnifique. Et c'est comme ça que j'ai compris que ce qui me plaisait, moi, dans le voyage, c'était apprendre, découvrir, m'enrichir
intellectuellement. Mais quand tu travailles dans une entreprise, l'équivalent, c'est quoi? En gros, c'est l'équivalent de l'anthropologie. C'est la sociologie. Et c'est comme ça que j'ai choisi de faire des études de sociologie. Ok. Waouh. C'est intéressant de... C'est fascinant de voir le lien. Tu vois le lien. Ouais. Tu vois, je me suis dit, si tu regardes le métier de coach, par exemple, eh bien, c'est comme si je découvrais une tribu, la tribu des coachs. Alors, je vais apprendre leurs règles de métier. Quels sont leurs rituels, quelles sont leurs règles, je veux dire, morales, quelle est leur éthique, qu'est-ce que c'est qu'ils font, qu'est-ce que c'est qu'ils ne feront jamais. Comme à un moment j'ai exercé ce métier aussi pendant 6 ans, je sais ce qu'il ne faut, ce qu'on ne fera jamais en tant que coach, influencer, manipuler, que sais-je. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est examiner, étudier un métier à l'aune de ce qu'il va nous enseigner du point de vue de ses règles de fonctionnement, du point de vue de ses outils, du point de vue de ses méthodes, du point de vue de son éthique. Là, tu t'enrichis. Là, tu dis, ils font comme ça. Et tu en tires quelque chose pour toi, parce que ensuite tu te dis, moi, je peux adopter cette pratique, elle me convient, ou celle-là, je sais que c'est pas pour moi, par rapport à mon caractère, je sais que je le ferai pas. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Voilà comment je me suis dit, la sociologie, c'est une sorte d'anthropologie à l'intérieur de l'entreprise. Ok. Tu vois, les informaticiens, ils ont des comportements qui sont complètement différents d'autres métiers. Des économistes, par exemple. Tu vois, eux, déjà, ils s'habillent plus souvent en casual day, tandis que les autres vont mettre cravate. Tu vois, c'est des choses comme ça, c'est des petits des codes. Voilà, des cultures de métier. Ça, c'est passionnant. Ouais, c'est passionnant. Et ce qui est passionnant aussi, c'est de découvrir finalement la suite de ton parcours, puisque de ce que je comprends, tu as fait des études, tu as terminé tes études, et après, qu'est-ce que tu as fait? C'est là où tu as fait coach ou après? Alors, après j'ai dirigé l'Observatoire social de la Banque de France. D'accord. Puis, quand j'ai quitté mon employeur, je me suis installée à mon compte. Pendant 2 ans, j'ai travaillé comme sociologue aussi pour des cabinets de consulting. Donc en indépendance, c'est ça? En indépendante, voilà. Ouais. Et puis après, je me suis dit... faudrait que je change quand même. Et qu'est-ce qui se passait pas comme tu voulais à ce moment-là? Ça suffisait pas. Ah, t'avais l'impression de pas aller au bout des choses peut-être? Voilà, de ce que moi. Bien sûr. Je voulais. De ton filtre. Et il y a une chose qui m'avait marquée pendant toutes ces années de sociologie, c'est que la sociologie te conduit à avoir des entretiens de face à face avec des personnes. C'est pour faire des enquêtes qualitatives. D'accord. Et la conclusion que je tirais de mes enquêtes, c'est qu'il y avait du mal-être dans l'entreprise qui était souvent dû à ce qu'on appelle les erreurs de casting. Einstein, il appelle ça mettre un poisson dans un arbre. Et après, on dit le poisson, il est bête. Ah non, c'est pas le poisson qui est bête. C'est simplement qu'on l'a pas mis au bon endroit. Et j'ai constaté de visu, donc, quel gâchis humain c'est qu'un individu ne soit pas à sa place professionnellement. Il n'utilise pas ses compétences à lui, on l'oblige à faire quelque chose qui ne lui convient pas. Et lui, il pense, je suis mauvais. Et il perd confiance en lui. C'est ça le gâchis. Cercle vicieux ensuite. C'est un cercle vicieux. Moins tu as confiance en toi, moins tu es bon. Plus les autres te regardent comme ça, en disant surtout, je veux pas travailler avec lui. Et tu es rejeté de surcroît. Moralement, t'imagines la dépression qui te guette? Non, c'est horrible. Voilà, t'es au bord du gouffre, quoi. Tu es vraiment malheureux. Alors que si simplement tu fais le métier pour lequel tu es fait, ça va être exactement l'inverse. Et l'entreprise sera gagnante. Tout à fait. Tout le monde y gagne dans l'histoire. Tout le monde y gagne. Là, c'est jouer gagnant-gagnant. Je me suis dit, comment faire pour que les personnes arrivent à comprendre quel est le métier qui leur conviendrait. Et c'est comme ça que j'ai mis le petit doigt dans l'ikigai. L'ikigai, tu sais, au Japon, c'est un état d'esprit où on essaye de faire mieux tous les jours, où on est mieux
pour grandir, mais pour grandir intellectuellement, pas pour gagner de l'argent. Hein, on est bien d'accord. C'est toujours s'élever à titre individuel. Bien sûr. Et je me suis inspirée de cette méthode. Magnifique. Alors peut-être avant d'aller un peu plus loin sur cette méthode et sur la suite de ce que tu as réalisé, dont un livre dont tu nous parleras un petit peu plus tard, tu parles à un moment donné de compétences. Tu dis que finalement, la personne qui a vécu une erreur de casting, on n'utilise pas ses compétences. Mais quelle différence tu fais entre compétences et potentiel dans ce cas-là ? Alors, potentiel, c'est ta capacité à grandir et à te développer. La compétence, c'est ce que tu as. Alors, tu as des compétences, des savoir-faire et des savoir-être innés. Il y en a d'autres que tu acquiers. D'accord. Hein? Ok. Tu peux, par exemple, développer ta capacité à communiquer. Ok, j'ai compris. Tu peux développer une compétence à gérer ou à organiser. Okay. Tu apprends des trucs, des méthodes qui vont t'aider à gérer mieux. Okay. C'est des outils que tu peux acquérir, du coup, grandir en compétences. Okay. Le potentiel, c'est quelque chose que tu vas développer. C'est une capacité que tu utilises comme ça. Ok. Alors que tu pourrais l'utiliser comme ça. Je pense que... est-ce que toi, ça serait ta définition, le potentiel aussi ? Justement, j'ai réfléchi avec toi en t'écoutant et je me demande si tu vois la compétence, c'est des capacités finalement, mais c'est quand tu as dit que dans une entreprise, si on a une erreur de casting, on n'utilise pas les compétences de la personne. Ce qui était intéressant pour moi, c'était cette distinction entre le potentiel et la compétence, parce qu'en fait, de ma perception, j'ai l'impression que c'est un peu lié les deux. Et qu'au final, la compétence, elle est liée au potentiel inné de la personne. Et donc, tu vois, tu disais, il y a des compétences innées et des compétences qui sont acquises au fur et à mesure du temps. Oui. Et là où moi je m'interroge, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'échanger ensemble, c'est les compétences innées. Est-ce que c'est pas sur ça qu'il faut miser pour justement développer son potentiel ? Pour développer le potentiel. Je sais pas, hein, mais... Oui, en tout cas, on y travaille tous les deux en mobilisant notre cerveau. Ouais. C'est-à-dire, la réflexion doit nous conduire, la tienne, la mienne, celle des RH, celle des chercheurs, celle qui nous entoure, tous les gens qui nous entourent doivent aussi, eux, se dire quelle est la différence que moi je fais et comment je peux développer ma compétence qu'on va appeler donc mon potentiel. En fait, là où je veux en venir, je vais donner un exemple concret. Oui. C'est quand on a un collaborateur en face de nous, est-ce qu'on va s'appuyer sur ses points forts pour le développer et développer donc son potentiel, ou est-ce qu'au contraire on va aller chercher à mettre à niveau ses points faibles ? Tu vois, pour moi c'est pas la même chose. Ah ouais. Alors tu vois, moi mettre à niveau ses points faibles, là je suis un petit peu c'est pas ton truc. Ouais. Okay. Personnellement, hein, c'est mon avis, je suis réticente parce que je pense que c'est beaucoup moins rentable, d'avoir cet esprit de rentabilité. Mais je comprends parfaitement, bien sûr. Le temps est limité. Mais tu sais, par exemple, si tu vas faire progresser quelqu'un sur son point faible, mettons que tu le fasses progresser de ça, alors que si tu développes ce qu'il sait faire, il va progresser de ça. Ouais. Donc dans le même temps, tu auras un retour sur investissement. Et je pense pour l'individu, il aura beaucoup plus de plaisir c'est clair. À développer ce qu'il sait faire, son potentiel, en jouant, en développant ce qu'il sait déjà faire, qu'en ramant pour essayer de faire mieux ce qu'il ne sait pas faire. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et là, je pense que c'est tu vois, par exemple, une entreprise. Elle met un individu à un poste. Admettons que cet individu, il est 60% du poste. Waouh, il le maîtrise. Ok, c'est bon. Il est bon. 40%, il est pas bon. Donc, réflexe. On va le faire progresser sur les 40%. Exactement. C'est le réflexe aujourd'hui qu'ont les entreprises. Et combien ça coûte la formation ? Pour quel résultat ? Voilà, on est d'accord. Tu vois le coût que ça coûte pour l'entreprise. Si en revanche tu te dis, tiens, peut-être je peux délester son poste des 40% où il est mauvais et le faire glisser vers quelqu'un
à qui ça convient, bien sûr, quitte après à prendre le quelque chose de quelqu'un en trop et à le remettre à lui, tu vois. C'est-à-dire avoir cette agilité, avoir cette flexibilité dans le contenu des postes pour que chacun puisse donner le meilleur. Et je pense que ce meilleur-là, il est possible parce que plus un individu est à sa place, plus il fait mieux. Mieux il fait, plus il prend confiance et mieux il fait encore. C'est une spirale vertueuse. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on fait grandir quelqu'un, je pense. En misant donc sur ses points forts. En misant sur ses points forts. Pour résumer. Parce que ces points forts vont amplifier la confiance qu'il a en lui. Et donc la vision qu'il va avoir de lui-même et la vision que les autres vont avoir de lui par rapport à ses résultats. Après, tu vois, il surfe sur une vague. Mais une vague qui va le mener loin. Aussi loin qu'il le veut, en tout cas. Voilà. Okay. Et là, franchement, l'entreprise est gagnante. Ouais, c'est intéressant à observer. C'est intéressant à observer. Et je pense que c'est pas encore rentré dans l'esprit de toutes les entreprises. Et il se peut que ça soit par manque de temps. Peut-être. On fait une fiche de poste. Il faut trouver le mouton à 5 pattes qui sait tout faire, bien évidemment. Et puis c'est tout, quoi. Après, basta, on passe à autre chose parce que les dossiers s'accumulent, parce qu'il faut faire vite. Il faut toujours faire vite. La rapidité, c'est une norme aujourd'hui. Tu vois, c'est devenu. Il faut faire vite. C'est comme ça. Ça vient pas à l'esprit de réfléchir. On n'a plus le temps. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque les moments de formation sont souvent des moments aussi de réflexion. Et ce qu'il en sort très régulièrement et qui est intéressant dans ce que je peux observer, c'est qu'à la fin de la formation, ce qu'ils me disent souvent, c'est on a pris le temps. Et ça va dans le sens de ce que tu dis. On s'est donné le temps de réfléchir. Et bizarrement, on a trouvé plein de réponses qu'on ne trouvait pas avant. Bizarrement. Et c'est là où ça vient effectivement corroborer ce que tu dis. Ça me fait penser à quelque chose là tout de suite pendant mes méditations. Parfois, je trouve des solutions à quelque chose qui me traverse l'esprit. Parce que tu sais, quand tu médites, il y a toujours des pensées, évidemment, qui traversent. Et parfois, c'est des pensées comme ça. Donc, pardon pour cette parenthèse, mais le temps de la réflexion. Et alors, ça me fait penser aussi à autre chose. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait justement nous délester d'un certain nombre de tâches pour nous donner plus de temps pour la réflexion? Est-ce qu'on aura la sagesse de dire « Ok, je ne vais pas remplir d'autres choses tout ce que fait l'IA à ma place » qui va continuer à accélérer le temps pressé. Au contraire, dire « Non, ce temps-là, je le dédie à la réflexion ». Tu vois, ça c'est notre défi. Tout à fait, c'est notre défi d'humain. Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps que l'IA va nous libérer? Est-ce qu'on va l'utiliser pour optimiser nos points forts et pour progresser et devenir meilleur ou pas? Voilà, ou est-ce qu'on va encore le remplir? Tu sais, comme on a fait avec l'informatique depuis les années qu'on connaît l'informatique, elle nous a fait gagner énormément de temps. Mais ce temps gagné, apparemment, on continue à courir après le temps. Donc, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est parce qu'on a rempli, on a fait plus de choses dans le même temps pour remplir, tu vois, comme si on avait peur d'un temps blanc qui pourrait nous permettre. Alors, on remplit, on fait plus de choses. C'est intéressant comme phénomène à observer. Oui. Ouais. Je crois que j'ai peur d'écorcher son nom, c'est Helmut Rosa, je crois, qui en a parlé beaucoup du temps accéléré. C'est un petit livre fort intéressant qui nous explique comment on a fait pour accélérer le temps. Passionnant. Revenons au temps qui te concerne. Ah oui, alors, pardon. Oui, là. Et donc, une fois que tu as terminé finalement ces 2 ans sur la sociologie en entreprise, là, tu te dis finalement, c'est pas ce que je veux. Alors non, une fois que j'ai fait toutes ces années que j'ai dirigé un observatoire social, donc je passe après chez des cabinets de consulting. Après, je me dis bon, moi ce que j'ai envie de faire, c'est
ce qui ferait sens dans ma vie, c'est d'expliquer, d'aider les personnes à trouver le job qui leur convient. Okay. Donc j'ai trouvé cette méthode qui s'inspire de l'ikigai, c'est-à-dire que ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce qui fait sens pour moi et qui me permet de gagner ma vie. Donc c'est une méthode que j'ai développée dans l'accompagnement de personnes. J'ai pratiqué ça 6 ans, je crois. 6 ans, ah oui. 6 ans en faisant du coaching. Et ensuite, j'ai écrit ma méthode dans un livre pour la partager. Bien sûr. Parce que tu sais, Picasso disait, le but de sa vie, c'est de connaître son don. Le sens de la vie, c'est de connaître son don. Le but, c'est de le partager. Moi, je dis l'inverse de Picasso. Je dis le but de sa vie, c'est d'apprendre quel est son don, mais ce qui fait sens, c'est de le partager. Je dis l'inverse, tu vois, de Picasso. Voilà. Et ce qui a fait sens pour moi, c'est de dire, ok, j'ai mis une méthode au point, la mettre à la disposition du plus grand nombre. Donc, j'en ai fait un livre. Voilà. Okay. Et puis ensuite, je me suis dit, maintenant, je fais quoi? Parce que tous les 5-6 ans, moi, j'aime bien changer. Cultiver un nouveau point fort. Peut-être c'est ça. Pardon aussi. C'est cultiver un nouveau point fort pour toi aussi, peut-être. À ce moment-là. C'est cultiver un autre. Non, c'est avoir envie de découvrir quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau. Okay. Et ce qui faisait sens pour moi, c'est de dire, bien écoute, puisque maintenant j'ai dit aux salariés, aux collaborateurs, en gros, à vous de faire le job, de comprendre qu'est-ce que c'est, quel est le travail qui conviendrait le mieux pour enclencher cette spirale vertueuse. Vous, l'entreprise, à vous de faire le job, d'écouter ce que le salarié vous dit en disant, moi, je sais que je suis bon en ça, et de la sorte, vous lui donnez du sens. Donc vous, les entreprises, votre job actuellement, c'est de donner du sens aux salariés en les écoutant, et puis d'autres petites astuces. Et c'est pour ça que maintenant, je m'adresse aux entreprises par le moyen de la conférence. Okay. C'est-à-dire que la conférence transmet un message. Une conférence qui transmet pas de message, c'est un peu dommage. Oui, c'est un peu dommage, effectivement. Voilà. Alors, pour revenir peut-être sur les 6 ans où tu as été dans le coaching. Oui. Par rapport à la méthode que tu as créée, alors même si j'ai compris que tu l'avais créée après finalement ta méthode, ce qui peut être intéressant à nous partager, c'est déjà qui tu coachais. Est-ce que c'était en entreprise, des cadres, des dirigeants, pour bien comprendre un petit peu le champ d'intervention que tu avais à ce moment-là et nous raconter un petit peu comment ça se passait pour toi. Ok. Alors, j'ai coaché donc des personnes qui venaient me voir à titre personnel. Donc, ce n'était pas au sein de l'entreprise. Okay. C'est pas une entreprise qui dit tiens, monsieur machin, je vais vous faire coacher. L'autre tu dis pourquoi vous voulez me faire coacher? Voilà, tu vois, ça peut être. Il faut que ça soit bien expliqué. Et en plus, je sais qu'il est un petit peu délicat de nouer le contrat entre le coach, la personne coachée et l'entreprise. D'accord. C'est toujours ces 3 parties dans un seul contrat. Ça peut être un petit peu, il faut que ça soit très clair. Ouais. Tu vois, c'est parfois un petit peu confidentialité, voilà, etc. Confidentialité, comment va le vivre le coaché. Ouais, il y a des gens qui y arrivent probablement très bien. Moi, j'ai pas souhaité faire comme ça. En revanche, donc moi, l'individu qui venait me voir, il venait me voir en son nom propre. D'accord. Alors, la confidentialité, là, il n'y avait aucun problème. Il y a la confiance qui doit s'installer. Ça, tu le comprends bien, entre le coach et le coaché. Donc, c'est des personnes qui venaient me voir et qui venaient pour un programme. Okay. Non pas pour des séances de coaching, mais pour un programme. On part d'un point A, on va arriver à un point B. Ok. Ça va se dérouler sur un temps de 3 mois, par exemple. D'accord. Plus s'il le faut, minimum 3 mois. Minimum 3 mois. Okay. À raison de une séance tous les 10 jours. D'accord. Pourquoi 10 ? Pour avoir le temps que le cerveau... Voilà. Tu l'as dit, il faut dérouler la pelote. Voilà. Okay. Si tu veux aller trop vite, tu shuntes ton cerveau. Tu shuntes les idées que lui pourrait avoir à te proposer. Bien sûr. Tu lui coupes la parole. Donc, il faut laisser du temps. Ok. Par exemple, imaginons, moi, je vienne te voir à ce moment-là.
Quand tu dis point A, point B, c'est juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde. C'est je viens et je te dis, moi j'aimerais bien trouver ma voie peut-être. Ça peut être ça le genre de demande que tu avais ? C'est ça. Ok. C'est ça. Ok. C'est ça. Alors, je commence par faire un petit inventaire. Et là, ça donne un exercice qui est expliqué dans le livre aussi. Cet inventaire, c'est qu'on soit bien au clair. Surtout que toi, tu sois bien au clair avec pourquoi, tout d'un coup, tu te dis, je vais changer. Alors, je dis tout d'un coup, peut-être tu vas me dire, oh bah non, justement, ça fait 3 ans que j'y pense. Alors, on va revenir sur ces 3 années. Depuis quand, à quel moment, tu te dis, tiens, il y a quelque chose qui va pas. C'est quoi le quelque chose qui va pas ? Ok. Et là, on va faire un exercice où tu vas répondre à qu'est-ce que c'est qui ne va pas. C'est pour ça il va falloir le faire avec du temps. Ouais. Il suffit pas de cocher des cases pour faire vite. Tu te gourres là de direction si jamais il faut que tu réfléchisses. Parce que parfois aussi, tu sais, tu peux trouver une raison, mais c'est la raison apparente. La première qui te vient à l'esprit. Mais c'est comme l'iceberg. Bien sûr. La raison apparente, mais il y a le reste. Ah ouais. En dessous, qu'est-ce que c'est qui est la véritable raison ? C'est pour ça qu'il faut y passer du temps. Alors là, tu peux faire l'exercice et le coach, après, il intervient pour décortiquer l'exercice. Notamment la réponse, j'imagine. Voilà. Et c'est là que tu vas tirer le fil avec tes questions de coach. Ok, je comprends. Très bien. Qu'est-ce que c'est qui vous fait dire ça ? À quel moment vous l'avez dit ? Mais qu'est-ce que c'est ? Expliquez-moi la situation. Comment vous l'avez vécu ? Mais c'était quoi exactement ? Alors, il s'est passé quoi ? Il y avait telle personne, il y avait vous, et alors, et en parlant, peut-être tu vas faire naître un autre questionnement. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ah oui, c'est vrai que dans ce cas-là, il s'est passé. Voilà, c'est comme ça que tu fais accoucher. C'est la maïotique, hein. Voilà. Bien sûr. C'est ce jeu de questions. Alors donc en premier, on fait une sorte de qu'est-ce que c'est qui fait que vous avez envie de changer, depuis quand, etc. Ça c'est la première étape. Voilà. Ok. Première étape, qu'on comprenne bien. Qu'est-ce que c'est qui vous rend malheureux aujourd'hui ? Vous vous ennuyez ? C'est possible, hein ? Ouais, c'est clair. C'est très possible. Mais c'est incroyable le nombre de gens qui s'ennuient dans les entreprises. Ouais, mais parfois on se dit mais les entreprises elles marchent sur la tête ou quoi ? Parce que là, elles perdent de l'argent, manifestement. Enfin, bien sûr. Mais peut-être qu'elles n'ont pas les moyens aussi de stimuler autrement. Peut-être que de là où elles voient le problème, parce que justement, elles n'ont pas un regard extérieur, ce qui fait que... Elles ne le voient pas. Elles ne le voient pas, exactement. C'est peut-être possible aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que des personnes comme toi, c'est extraordinaire. En tout cas, pour les personnes qui t'ont consulté pendant 6 ans, parce que ça permettait d'avoir un regard extérieur à sa propre initiative. Oui. Et c'est pour ça que c'est quand même assez génial. Oui, et les personnes s'autofinancent en plus. En plus. Parce que moi, j'avais aucune aide d'aucune. Donc ça veut dire que c'était des personnes qui le voulaient vraiment. Il y avait une détermination derrière. Voilà. Il y a de la détermination, des gens le veulent. Et c'est à cette condition que ça marche d'ailleurs. Bien sûr. Et tu avais rencontré tout type de poste ou tu avais quand même une tendance C'est plutôt des cadres. Plutôt des cadres, d'accord. Plutôt des cadres qui s'interrogeaient. Des gens en responsabilité qui s'interrogeaient. Ok. Si tu es ok pour le partager, il n'y a aucune obligation, mais c'était quoi l'objection, la difficulté qui revenait le plus pendant les 6 ans justement pour les personnes qui venaient te voir? Avec quoi ils arrivaient comme problématique? Est-ce qu'ils te disaient, voilà, moi aujourd'hui je suis cadre, je m'ennuie? Est-ce que c'était ça par exemple? Ou est-ce que c'était, je suis cadre mais je suis pas heureux, peut-être? C'était quoi la problématique qui revenait le plus souvent? J'essaye de me dire, est-ce que je peux, en me souvenant de ces 6 années, faire des stats pour savoir quelle était la raison principale? Je pense que la raison principale, c'était le mal-être. Le mal-être? Le mal-être. Ah oui. J'en ai ras-le-bol. Ok. Il me semble que c'était souvent ça. Alors, le ras-le-bol, c'était quoi? C'était ou bien ça sert à rien ce que je fais, ou bien mon patron et moi, ça fait des étincelles, c'est insupportable, ou bien mais je n'ai aucune créativité dans cette entreprise, je peux rien faire, il y a 3 tonnes de procédures sur ma tête. C'était ce genre. Ce qui est intéressant dans ce que tu me partages, c'est que dans les 3 exemples que tu m'as donnés, on parle jamais d'argent. Non. Et donc ça veut dire que finalement c'était pas le moteur. C'était pas le moteur. Ouais. Et c'est intéressant de le redire, parce que souvent,
il y a une impression de je gagne pas assez. Il y a une impression de c'est l'argent qui me motive, mais en réalité, c'est pas vrai. En fait, c'est la raison apparente. Pour revenir à ce que tu disais. C'est ça. Et c'est le sommet de l'iceberg, mais c'est pas la vraie raison. C'est pas la vraie raison. Et d'ailleurs, tu sais, pendant mes études de sociaux, j'avais bien appris que pendant les grèves, tu sais, on a connu en France des périodes où il y avait énormément de grèves. Pendant ces grèves-là, la véritable raison, c'était pas les augmentations de salaire, quoi qu'en disent les syndicats. C'était autre chose. C'était ce qui se passait à l'intérieur de l'entreprise. Le fait de mais pas être c'était pas entendu, les salaires. Le fait de justement pas être reconnu. Puis parfois, tu sais, les gens qui sont en position de travail, ils se rendent compte qu'on va droit dans le mur. Tu sais, c'est une réflexion que beaucoup de bien sûr, mais on va droit dans le mur. Mais enfin, parce qu'ils sont sur le terrain, ils le voient, en fait, ils le vivent. Parce que eux, voilà, comme ils sont sur le terrain, ils comprennent bien que ce qu'on est en train de leur faire faire, mais c'est pas ça. C'est voilà. Et ça rend fou. Bien sûr. Bien sûr, que de le vivre et en plus d'être impuissant, je pense que ça peut créer effectivement des dysfonctionnements. Oui. C'est intéressant. Et tu sais, les gens, ce qui est important pour nous tous, c'est de faire de la qualité. Ah. Tu sais pourquoi? Parce que ça nous rend fiers. Alors on peut s'aimer soi-même. Hein. Si on se dit, waouh, c'est beau ce que j'ai fait. Oui, on se nourrit. Bien sûr. Tu vois, là on est fiers, et là la confiance grandit en plus. Hein. Mais c'est ça qu'on veut. On veut pas faire du bullshit. Je comprends. On ne s'aime pas quand on fait du bullshit. Ouais, c'est vrai. Alors je me demande juste dans quelle mesure ça peut être aussi une source de motivation. Tu vois, par exemple, si tu fais du bullshit pour le coup et que tu vois que c'est pas bien ce que tu as fait, parfois il y a des personnes que j'ai pu rencontrer qui au contraire se disent en fait là c'est nul ce que j'ai fait et ça me motive à faire encore mieux la prochaine fois. Donc il y en a pour qui c'est un moteur. Mais de ce que je comprends à travers ce que tu me dis, la plupart fonctionnent de la manière où j'aime pas, du coup je m'aime moins, avec l'idée de moins de confiance. C'est ça que tu veux dire? Ça c'est un mécanisme qui se passe à l'intérieur de nous. C'est comme un mécanisme biologique. Ben là, c'est un mécanisme un engrenage, tu vois. C'est de la psychodynamique du travail, quoi, qui nous explique cela. Tu ne peux être fier de toi et t'aimer toi-même que si tu fais quelque chose de bien. Tu ne peux pas t'aimer en disant c'est intéressant. Voilà, c'est mes études en psychodynamique du travail qui disent ça. Si tu lis Yves Clos par exemple, qui a fait ce merveilleux ouvrage qui s'appelle Le travail à cœur, il explique très très bien ces mécanismes. Christophe Dejour aussi, qui a une chaire au CNAM aussi, il explique très bien ces mécanismes d'auto-amour, enfin d'auto-respect. Si tu fais quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs, mais tu deviens fou, tu ne t'aimes plus. Et c'est ton équilibre mental qui est en danger. Ouais, je comprends. Ok. Donc 6 ans à coacher. 6 ans à coacher, donc sur cette thématique de trouver qu'est-ce que c'est qui va m'épanouir davantage. Alors justement, imaginons que l'un de nos auditrices se disent tiens, c'est vrai que pour moi là en ce moment je suis un peu dans la situation qu'ils décrivent. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Alors bien sûr certainement de s'offrir ton livre, je pense que ça pourrait être un premier pas, sans même de faire de publicité, parce que pour les avoir lus, ce qui est très intéressant c'est le côté didactique. Et c'est presque comme si qu'on avait Cécile en coaching, sans Cécile. Bon, voilà. Mais en tout cas, sur la méthode, c'est assez intéressant. Mais avant même cette étape-là, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Qu'est-ce que tu leur dirais? Avant même l'étape où la personne va se mettre en route. Une prise de conscience. Ok. De s'accueillir soi-même. Imaginons quelqu'un qui n'est pas très content de ce qu'il fait au travail, parce qu'il estime qu'il a raté. Il a raté un dossier, il a raté quelque chose, un projet, que sais-je, il y a quelque chose qui s'est mal passé, et bien évidemment, il dit que c'est que sa faute. Il dit, c'est humain. Il commence par dire, j'ai mal fait ceci, j'ai mal fait cela, c'est de mon fait. C'est simplement qu'il n'avait peut-être pas les compétences pour et qu'on l'a quand même obligé à le faire. Donc, avant qu'il arrive à en prendre conscience, il va d'abord s'accuser.
Et donc, c'est la prise de conscience dont je parle, c'est celle-là. Ok, je m'accuse. Bon, stop. Maintenant, je m'accuse de quoi? Et c'était quoi l'erreur? Et ça venait d'où? Est-ce que j'aurais pu faire différemment? Est-ce que c'était possible que je fasse différemment? C'est ça qui va amener à essayer d'avoir un diagnostic un peu plus clair sur à quel point on est responsable, à quel point on aurait pu jouer sur une autre façon. C'est cette prise de conscience. Okay. C'est s'accueillir soi-même, en autocompassion. Ok. J'ai commis des erreurs dans ma vie. J'ai raté. Par exemple, j'ai raté un super concours. Ça m'a fait mal. L'ego en prend un coup. C'est un échec professionnel. Ça fait souffrir. C'est de la souffrance. J'accueille. Oui, j'ai eu tort de prendre cette décision. J'accueille. Ok, maintenant je vais pas passer Noël dessus. On fait quoi maintenant? Tu vois, c'est la capacité à se dire, il faut que je rebondisse. Ok. Et tu sais le secret? Penser à venir. Si tu continues à ressasser, t'es mort. Parce que tu n'as plus aucune volonté, tu te laisses couler par le bas. Il y a un excellent livre de Bernard Anselm que tu dois connaître, qui s'appelle « Je rumine, tu rumines, nous ruminons ». Voilà, c'est un livre qui t'explique bien ce processus. Si tu te laisses embarquer par la rumination, par le fait de ressasser « et c'est ma faute, et c'est ma faute, et c'est ma faute, et c'est ma faute », tu n'en sortiras jamais. Sors de ça, pense à venir. Et là, tu verras les opportunités se passer devant toi. Quand tu dis pense à venir, c'est 1 mois plus tard, 1 an plus tard, peu importe. Comment je m'en sors maintenant? Ok. Il faut que je m'en sorte. Ok. Ça va être quoi mon avenir? Qu'est-ce que je peux faire pour me prendre en main? C'est toi ta force. C'est en toi que tu la trouves, la force. Ok. Toi, tu le sais. Je l'ai travaillé beaucoup, parce qu'effectivement, ce que tu dis là, ça me parle, et puis je le vois au quotidien aussi, à travers les personnes que j'accompagne. Souvent, la force, elle est en eux, mais cette rumination qui dure depuis plus ou moins longtemps a peut-être fermé certaines portes, et en fait, ils ont du mal à y avoir accès. Et oui. C'est ça qui est intéressant à observer. Quand on l'a laissé nous envahir. Oui. Après, c'est plus difficile de remonter. C'est plus difficile de remonter, et c'est même plus difficile d'y croire que c'est possible. Et oui, c'est ça. On n'y croit plus. On n'y croit plus, ouais. Si on n'y croit plus, là, c'est... Et à mon avis, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que, par exemple, moi en formation, j'ai parfois des personnes qui arrivent et qui n'y croient plus. Triste. Ils n'y croient plus. On est 9h le matin, la formation va démarrer, ça y est, c'est déjà la fin pour eux. Et pour moi, c'est passionnant ce mécanisme-là, parce que mon rôle, c'est de redonner envie. Oui. Mon rôle, c'est de fédérer parfois. Mon rôle, c'est aussi de les aider à voir le meilleur en eux. Oui. Et en fait, je me rends compte de l'énergie que ça demande de l'extérieur pour amener la personne à l'intérieur vers soi. Oui. Et c'est vrai que plus ils sont loin dans le « j'y crois plus », ouais, plus là pour remonter. Ouais, c'est compliqué. Et je pense que justement pour ceux qui nous écoutent, si vous vivez un moment difficile, je crois que plus tôt on se rend compte de tout ça, et plus vite on peut casser cette dynamique négative finalement, qui va nous emmener dans un endroit qui est pas top, quoi. Pour le coup, la spirale là, elle est descendante. Descendante, c'est vrai. Ouais. Descendante. Peut-être ces personnes pourraient se dire stop, j'ai passé suffisamment de temps à ruminer, j'ai passé suffisamment de temps à penser et si, et c'est de ma faute, et c'est gna gna. Maintenant, stop, c'est fini. Le temps est écoulé. C'est comme si tu mets le sablier. À l'envers, voilà. Ouais. Bon, maintenant c'est terminé, je passe à autre chose. Je passe
à venir. Ouais. Il faut absolument que je m'en sorte. On dit bien souvent, quand tu es au fond de la piscine, tu donnes un coup de pied puis tu remontes. Ouais. C'est cette image-là, en fait. Bien sûr, elle est belle. Mais c'est triste, hein, ça. C'est triste. Ça me fait de la peine. Envie de dire non, ne te laisse pas envahir. Et parfois, j'ai remarqué aussi, hier par exemple, j'avais un coaché au téléphone qui était dans la pente descendante et dans laquelle il avait des difficultés sur certains sujets et dans ces moments-là, il faut aussi être capable de prendre le rôle de celui qui met un coup de pied aux fesses, même si c'est pas celui que je préfère, mais qui est essentiel. Secouer. Exactement. Oui. Pour en fait reconnecter aux motivations. Oui. Et c'est ça qui est intéressant parce que le coach en question, il a 2 filles et en fait, c'était de le reconnecter à ça, lui dire mais pour qui tu le fais ? Oui. Est-ce que tu le fais pour toi ? Parce que visiblement, quand tu le fais pour toi, ça marche pas. T'y crois plus. Mais quand tu le fais pour tes filles, là, ça marche. Et là, tout de suite, il a retrouvé le sourire, il a retrouvé l'énergie, et ça l'a remonté. Mais effectivement, parfois, la technique du coup de pied aux fesses peut marcher. Oui, bien sûr. peut marcher. Et tu as dit le mot important, énergie. Ouais. Parce qu'il faut de l'énergie. Ouais, il faut de l'énergie. Comment t'entretiens, toi, justement, cette énergie ? Alors maintenant, je connais l'un de tes secrets. Non, tu connais. Voilà, c'est la musique. L'énergie, elle me vient de toujours, de toute petite. Parce que j'ai eu des parents un peu dysfonctionnels, on va dire comme ça. Et puis j'ai eu une grave maladie étant enfant et ça s'est assez mal passé. Et j'ai eu l'énergie de m'accrocher. Ok. À la vie, et tu vas me dire peut-être que quand on a 6 ans c'est normal, peut-être c'est la survie, je sais pas, mais enfin bref, moi j'ai trouvé cette énergie à ce moment-là et maintenant tu peux compter que sur toi. Ça a développé cette croyance en fait. Voilà. Ça c'est une belle croyance. C'est une croyance très aidante pour le coup. Voilà, pour le coup, c'est une croyance aidante. Hein. C'est la croyance que ça va. J'ai un autre exemple là qui me traverse l'esprit, Harry Potter. Ouais. Alors, je l'ai pas lu dans le texte, mais j'ai compris à peu près la philosophie. Harry Potter, il a rencontré un sorcier qui va le protéger. C'est créer l'ancrage autour de une force supérieure qui va me protéger. Ah, c'est intéressant. Et puis il a une cape, je crois, qui le rend invisible. Oui, c'est Dumbledore, je crois, qui fait ça. Mais voilà. Je crois. Enfin voilà, tu sais, s'inventer à soi-même un objet, une croyance que je vais y arriver parce qu'il y a une force qui me propulse et qui me donne l'énergie. Mais je crois que tu as donné l'une des clés pour ceux qui sont en recherche d'énergie. En fait, je pense que dans notre vie, tous autant qu'on est, on a tous des moments où on a réussi quelque chose. On a tous des moments où on a, je sais pas comment, réussi à surmonter une épreuve. Et je crois qu'il faut trouver ça parce que, tu vois, spontanément, toi, c'est ce que tu m'as donné. Tu m'as dit, moi, quand j'avais 6 ans, il m'est arrivé ça et je sais pas comment, j'ai réussi à m'en sortir. Oui. Et je crois que pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans des moments un peu difficiles, c'est aussi de trouver d'autres ressources dans leur propre vie. C'est une excellente idée. Qui peut les aider. Qu'est-ce qui s'est passé que tu as réussi ? Exactement. Et qui t'a donné cette puissance, cette force, qui a forgé la personne que tu es aujourd'hui. Exactement. Et d'ailleurs, dans le travail de conférencier, que tu connais bien maintenant, c'est un prérequis, c'est ce qu'on appelle la légende personnelle, les histoires personnelles, qui nous aident finalement à exprimer notre parcours. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'éthos, qui tu es. Oui. Voilà. Qui tu vas montrer, comment tu montres qui tu es. Quand tu me dis l'éthos, ça se voit que tu travailles avec Thierry, toi. Ah non, je sais d'où ça vient, ça. Mais il y a d'autres personnes qui pratiquent la rhétorique aussi, qui parlent de l'éthos, logos et le pathos. Tout à fait. Alors après, justement, ces 6 ans, donc, qu'est-ce que tu décides de faire ? Conférencière directement, c'est ça ? Alors oui, d'abord, ce passage d'écrire le livre, c'est une fierté. Quand même. Voilà, c'est non mais tu sais parfois je crois, enfin moi c'est un de mes défauts. J'en suis parfaitement consciente et je me demande si c'est pas un défaut partagé justement. Une fois qu'on a réussi quelque chose, on trouve ça normal. Ouais, c'est vrai. On dit banalité. Écoute, si je l'ai fait c'est que c'était facile. Bah oui. Mais quelle erreur. Voilà, et là, tu vois, c'est... Alors après, vite, qu'est-ce que je fais d'autre d'aussi challengeant, quoi. Ça, c'est un conseil que je voudrais
donner à tous ceux qui nous écoutent, c'est prendre le temps de se féliciter, même si ça vous paraît pas naturel. C'est vrai. C'est vrai. Même si votre humilité va en prendre un coup, même si vous dites mais non, mais enfin ça va pas, ça se fait pas. Ben écoutez, ça fait rien, faites-le quand même. Prendre un petit peu de temps pour se dire bon bah écoute quand même c'était pas mal même c'est bien. Voilà, prendre ce temps de féliciter. Et puis ben oui, une fois que après on fait quoi Alors justement, qu'est-ce que trouver un autre défi pour te féliciter par rapport à ce mais je m'en suis rendu compte plus tard que je m'étais pas félicité, figure-toi. Alors comment j'ai fait? Pendant mes méditations là, je me suis quand j'ai besoin de me ressourcer, de me redonner confiance en moi-même, comme toutes les personnes, je crois qu'on a des moments Bien sûr. de flou, des moments de mou, des moments où on est un peu moins, voilà. Bien, c'est essayer, comme tu le disais tout à l'heure, mais repense à ce que tu as réussi dans ta vie. Bien sûr. Tout le monde a réussi des choses dans sa vie. Voilà, tout le monde. Tout le monde. Voilà. Et il n'y a pas de petite réussite. Et il n'y a pas de petite réussite. Parce qu'on a la tendance c'est ça, à imaginer grossir. qu'il faut faire quelque chose d'énorme. Alors, justement, à grossir les échecs. Et à répétisser les réussites. Ça qui est un phénomène très intéressant à observer. Et oui, et regarde d'ailleurs, quand tu reçois un compliment, t'es content, mais imagine que quelqu'un te fasse une critique. Oui. Ah bah t'es anéanti. Ah ouais, c'est vrai. Les compliments qu'on t'a fait, ah bah ça compte plus. Tu ne penses qu'à la personne qui t'a dit « Oh, c'était pas bien ». Alors justement, en couple, j'avais lu quelque chose de passionnant sur ça, qui disait pour rétablir l'équilibre, c'est un défaut, 5 compliments. Ouais. Pour rétablir un peu l'équilibre. Exactement. C'est 1 dans pour ton 5. Couple. 1 pour 5. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, ça fait réfléchir. Il faut 5 compliments pour arriver là. C'est dur, Tu vois comme on est fait, nous, les humains. On est propre à se flageller, à dévaloriser. Dévaloriser. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et il faut faire un vrai travail pour reprendre. C'est clair. C'est pas. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai donc entrepris une formation. Ok. Enfin, des formations. Plusieurs, ouais. Ok. Comme pour faire un master, 2 ans. 2 ans de formation. C'est 2 ans de formation pour devenir conférencière, c'est ça? Oh, c'est moi qui me les suis fixés. Il n'y a pas de normes. Tu sais, le métier de conférencier, c'est pas un métier qui est référencié, donc il n'y a pas de règles de métier à proprement dites, sauf celles que l'on s'invente soi-même ou que l'on s'auto impose bien sûr. En disant ça sera du beau travail. Tu sais, comme on disait, de la belle ouvrage. Ouais. Comment je fais de la belle ouvrage? Il faut qu'il y ait au minimum ceci, au minimum cela, au minimum cela. Ça me fait penser au milieu du coaching, ce que tu me dis là. Voilà, comme tu dis, mais c'est quoi la vertu du coaching? Les vertus du coaching, ça doit être ceci, ce que j'apporte aux autres. C'est la même demande que tu dois te faire à toi-même, le même questionnement, mais qu'est-ce que j'ai à dire d'intéressant pour les autres? Mais qu'est-ce que je vais apporter? Si tu apportes rien, tais-toi. Ben, c'est très juste. C'est très juste. Voilà. Très juste. Et d'ailleurs, je remarque que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare, ça. Si t'as rien à dire, tais-toi. Ouais. En fait, j'ai l'impression que on se donne un style de devoir donner un avis de tout. C'est exactement ça. Alors les réseaux sociaux encouragent ça aussi parce qu'on sait qu'il faut commenter. Les influenceurs, c'est terrible. Voilà, on sait que malheureusement ça joue un rôle. Mais plein de fois, moi je remarque des personnes qui s'expriment alors que finalement elles auraient mieux fait de ne pas s'exprimer. et je me dis, c'est dommage parce que c'est les dessert en fait. Ça les dessert dans ces moments-là. Donc c'est ça qui est intéressant à mon avis par rapport à ce que tu partages aussi. C'est cette idée de bien se construire avant de se mettre en avant pour délivrer un message comme toi tu les délivres. Et d'ailleurs, moi j'ai très envie de savoir quel est le message que tu cherches à délivrer, si tu as le droit de le partager bien sûr. Alors écoute... dans ta première conférence? Là, oui, dans ma première, parce que je suis en train d'écrire ma seconde. Écoute, je suis tellement passionnée que je voudrais pas prendre tout le temps. Ma première conférence s'appelle « Le travail n'est pas un amour impossible ». Ok, génial. Et tu le comprends, on va retrouver tout mon passé de sociologue. Bien sûr. J'ai tellement vu des gens, et mon passé de coaching aussi. Ah bah oui, totalement. J'ai tellement vu des gens pleurer,
Moi aussi, ça m'est arrivé de pleurer quand j'étais à l'audit. C'était pas du tout fait pour moi. Et je sais que c'est possible de s'éclater et de s'épanouir dans le travail. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas un amour impossible. Il y a un moyen. On peut revenir dessus, c'est de donner du sens. Ok. Mais qu'est-ce que le sens? Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot à la mode. Je sais pas si tu as remarqué. Oui, tout le monde en parle. Tout le monde, voilà. Alors, voilà. Sauf que le sens, c'est éminemment personnel. Le sens pour toi, Michael, c'est pas forcément le mien, c'est pas forcément celui du monsieur qui est en train de nous filmer, ni de que sais-je. Tout à fait. En revanche, ce que je constate, c'est que aujourd'hui, on est aussi dans une société d'individualisme, et ça se retrouve dans les entreprises. Cet individualisme, on est bien d'accord. On est d'accord. Encore une fois, on parlait des mouvements de grandes grèves, etc. C'est ce qu'on appelait ça le collectif de travail. Aujourd'hui, les collectifs se sont effrités. Et il y a beaucoup plus d'individualisme. Chacun veut qu'on l'écoute, lui. On veut du sur-mesure. C'est un petit peu ça. Ouais, et donc, dans la quête de sens, c'est pareil. Alors, on va me dire, oui, mais je veux pas interroger chaque personne individuellement, parce que tu te rends compte, une entreprise où ils sont 10 000, et on fait comment? Alors, mes études, justement, de psychodynamique de travail, mon expérience professionnelle, m'a fait remarquer qu'il y a des critères qui sont communs à tout le monde. Et j'en ai déjà parlé dans cet entretien. Ok. Et toi aussi, tu en as parlé. Ok. Compétences. Ok. Ça veut dire être un poste où j'ai les compétences pour. C'est la cohérence. La cohérence avec les compétences. On a parlé de tout ce que les erreurs de casting sont dramatiques. Ça ne fait pas sens. Non. L'inverse fait sens. Donc, tu as déjà un critère. On en a parlé aussi, l'avenir. Penser à venir. Ai-je un avenir ou n'en ai-je pas? Si t'as pas d'avenir, tu crois que tu as du sens? Non, mais ça paraît tellement simple. Surtout le sens d'aller voir ailleurs. Et déjà le sens d'aller voir ailleurs. Et tu sais combien il y a de démissions en ce moment? L'équivalent de la ville de Nice au dernier trimestre, au deuxième trimestre 2024. Incroyable. 466 000 démissions. De CDI. De CDI qui disent au revoir. Oui. C'est la DARES qui nous dit ça. La DARES, tu sais, c'est le gouvernement, c'est l'organisme statistique du gouvernement. C'est la DARES qui le dit. Donc c'est pas. D'accord? Wow. Alors du temps du Covid, c'était 500 000 par trimestre, trimestre. Voilà. Maintenant, on est à 466 000, ce qui reste très élevé. Après, j'ai pas effectivement de recul sur qu'est-ce que c'était avant, à part le Covid. À part le Covid, c'était 500 000. Donc, on a diminué, mais ça reste à 460 000. L'équivalent d'une ville, d'une ville comme Nice, par exemple. Mais qu'est-ce qu'ils font, tous ces gens? Est-ce qu'ils repartent sur un autre travail? Est-ce qu'ils se lancent en tant qu'indépendants? C'est du turnover. C'est du turnover. Parce que jusqu'à présent, le marché du travail en 2024 était plutôt fluide. C'était bon, tu vois. Donc, il y a beaucoup de gens qui avaient déjà retrouvé du travail avant de partir. Ah, ok. Je pense. Ce serait intéressant de décomposer ces chiffres pour savoir sur les 446, je crois que tu disais. Ça serait intéressant de faire cette étude. De voir combien sont devenus indépendants, combien ont retrouvé une entreprise. Il y a beaucoup deviennent indépendants, on est d'accord, parce que si tu regardes le nombre, les statistiques des auto-entrepreneurs aussi, ça explose. Ce qui est un danger aussi, parce que beaucoup de personnes n'ont pas pensé une chose, c'est comment elles vont trouver des clients. Parce que ça, c'est un métier, trouver des clients. C'est un métier, ouais. T'es d'accord? Ah ouais, je suis totalement d'accord. Et ça n'a rien à voir avec la compétence pour laquelle on se lance. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut être indépendant et très compétent, mais pourtant trouver aucun client parce qu'on n'a pas la compétence de trouver des clients. Exactement. C'est un piège. C'est un vrai piège. Ouais, l'indépendance, c'est un vrai piège. Et ce qui est là, du coup, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure sur les avis qu'on peut voir sur les réseaux, où on nous vend ça comme quelque chose de formidable, un Eldorado. Vous allez gagner 30 000 euros par mois rien que pour votre salaire. Ouais, ça c'est effectivement limite. Et malheureusement, ça crée des grosses déceptions. Moi, j'ai connu des personnes. Tu as accueilli des personnes comme ça. Alors, j'ai connu les deux. J'ai connu des personnes qui m'ont rencontré trop tard et que j'ai eu au téléphone et qui pleuraient au téléphone. C'était vraiment dur pour moi ces moments-là parce que la personne me dit voilà, moi ça fait 3 ans que je me suis lancé à mon compte. Aujourd'hui, j'ai plus une économie.
J'ai cru que ça allait être facile, mais en fait, j'ai pas du tout réussi à m'en sortir. Aujourd'hui, je suis dans une véritable difficulté financière. Et Mickaël, j'aurais aimé te rencontrer plus tôt pour qu'on puisse travailler ensemble et que tu m'aides. Mais ça, c'est pas le sujet. Et en fait, c'était douloureux pour moi parce que déjà, je me sentais impuissant. Je pouvais plus l'aider, c'était trop tard. Elle devait retrouver un travail, cette personne. Elle pouvait plus faire autrement. Et surtout, je lui dis, mais comment ça se fait que tu en es arrivé là, ou comment ça se fait qu'au départ tu t'es lancé? Et elle me disait, en fait, moi sur les réseaux, voilà, j'y croyais à ces promesses. Et c'est là où moi, effectivement, c'est douloureux à entendre parce que être indépendant, c'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Oui, je suis. Pour plein de raisons. Mais c'est pas du tout un Eldorado, hein. Moi, aujourd'hui, si on me demande, je préfère dire aux gens, honnêtement, mettez beaucoup d'argent de côté quand vous êtes en entreprise, réfléchissez très bien, préparez votre projet avant de vous lancer. Oui, et faites-vous accompagner. Matelas, votre fonds de roulement. S'il n'y a pas de fonds de roulement, s'il n'y a pas de compétences, s'il n'y a pas de l'accompagnement, laissez tomber. C'est trop compliqué tout seul. Trop compliqué. Donc voilà, bref, c'était la parenthèse. Non, mais c'est très important, je trouve. Enfin, pour tous nos auditeurs, c'est hyper important de souligner ça. La deuxième chose qui serait intéressante d'avoir dans ces statistiques, c'est combien ont changé de métier. Ah oui, ça serait très intéressant par rapport à la notion de sens. Reconversion, tu vois. Reconversion, c'est très intéressant. Je crois qu'il y en a de plus en plus, hein. De ce que j'ai pu observer sur le marché. C'est pour ça que ça serait intéressant. Alors là, je les ai pas en tête, mais peut-être elles existent, ces statistiques. Peut-être à l'INSEE notamment, peut-être ils ont ou la DARES peut-être, il faudrait chercher. Parce que tu vois, en ce moment, on parle beaucoup de ces jeunes diplômés, hyper diplômés. Oui. T'es d'accord? C'est incroyable. Qui arrivent dans l'entreprise et qui sont déçus. Ouais. Alors, ils sont déçus parce que vous êtes trop jeune, donc vous écoutez la hiérarchie. Oui, mais je suis diplômée, j'ai des idées. Oui, mais vous devez d'abord écouter la hiérarchie. Désillusion. Deuxième, de toute façon, il y a des procédures. Donc suivez la procédure. Mais pour un jeune, il se dit, mais ils sont fous. C'est clair. Il y a une autre manière de faire. Ah non, la procédure, elle vous dit de faire comme ça. Désillusion. On fait comme on a toujours fait. Voilà, on fait comme on a toujours fait. Désillusion, on dit, mais pourquoi on recrute des gens hyper diplômés si on les écoute pas? C'est très juste. C'est bête, non? Et effectivement, il y avait un autre phénomène, et je crois que tu viens de donner la réponse de pourquoi il y a ce phénomène-là. Le phénomène, c'était que, en fait, il y avait des étudiants qui étaient très diplômés, et avant même d'aller dans l'entreprise, ils décidaient de se reconvertir. Avant même d'arriver en entreprise, ils se reconvertissaient déjà. Ah oui, il y avait déjà une désillusion. Ou alors, ils se disaient, mais ça sert à quoi? Alors, peut-être que faire quelque chose de manuel, c'est plus visible en termes de sens. Peut-être. Parce qu'on voit le résultat. Ah oui. Tu vois, le boulanger, il voit la baguette. Tout à fait. Ah, elle est belle, ma baguette. Ouais. Tandis que quand tu fais un projet, par exemple, parce que tu es hyper diplômé, tu te lances dans un projet qui dure 5 ans, tu vois pas le résultat. Tout à fait. Faut attendre 5 ans. Tout à fait. Puis en plus, avec toutes les modifications qu'il y a entre-temps. Voilà. Donc là, ça perd du sens, effectivement. C'est peut-être ça, ouais, effectivement. Et puis, tu sais aussi, aujourd'hui, si j'ai bien compris, nous sommes dans une économie du chiffre, le management par le chiffre. Donc, on veut mesurer. C'est bien de mesurer pour savoir si on fait fausse route, pas bonne route. Mais parfois, c'est too much, c'est trop. Oui. Alors, quand tu as quelqu'un qui passe son temps à faire des tableaux Excel, alors, sous prétexte que tu es hyper diplômé, que tu es vachement agile, que tu comprends très bien les KPI, machin, le truc, le chose, alors, c'est sur toi que ça tombe. Tiens, alors c'est toi qui vas faire les reporting. Mais la personne qui s'est tapé 6 ans, 7 ans d'études, elle se dit, mais je suis pas venue pour faire des tableaux Excel, moi. Oui. Et ça met, à mon avis, en lumière autre chose qui est intéressant, c'est la notion d'effort. C'est-à-dire que pour ces jeunes, tu vois, c'est de se dire, en fait, à quel point je suis prêt à faire des efforts pour accéder à quelque chose de peut-être plus intéressant. Et ça, c'est challengeant. Là, tu as envie d'avoir envie. Ouais. Mais Mais c'est vrai que pour moi, c'est un sujet qui est en plus de ce qu'on dit là. Mais j'ai la sensation qu'il y a de moins en moins d'envie de faire des efforts, justement. Moi, je le vois dans les entreprises dans lesquelles j'interviens. Oui. En fait, si avant, pas pour faire le personne qui a 70 ans, hein, mais pour en fait, faire ton senior. Voilà, ça c'est pas pour faire ça, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est vrai que je le remarque, je l'observe et c'est intéressant comme phénomène, c'est que avant, on te disait, tends le bras jusqu'ici pour aller récupérer ça.
on le faisait, peut-être qu'on était rognon, mais à l'intérieur, mais on ne le montrait pas, mais on le faisait. Aujourd'hui, on te demande de faire la même chose, on va chercher à négocier, on va remettre en question. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette notion d'effort, parce qu'on va peut-être le faire une fois, mais on va pas forcément le faire une deuxième ou une troisième fois. Et ça, c'est intéressant à observer aussi comme phénomène par rapport au sens, parce que j'ai l'impression que tu vois, par rapport à ce que tu exprimais depuis tout à l'heure, et qui est à mon avis passionnant sur cette idée-là, mais je crois qu'il y a aussi tu sais, ça doit aller dans les deux sens. C'est-à-dire que la personne, oui, mais elle se met quand même un peu au service du collectif à un moment donné. Oui, donc il faut que le collectif renvoie la reconnaissance, par exemple. En fait, est-ce qu'il n'y a pas une notion de mériter cette reconnaissance ? Voilà, c'est ça en fait ma question que je me pose à travers ce que tu m'exprimes. Ah, c'est intéressant. J'ai pas la réponse, hein, mais tu vois, je me pose... mais en tout cas, moi non plus d'ailleurs, mais c'est un sujet sur lequel réfléchir, montrer qu'on a un cerveau. Comme on disait à l'époque, j'ai quelque chose entre les deux oreilles. Ça s'appelle un cerveau. Bah oui. Plutôt que de recevoir tout et sans jamais avoir l'esprit critique, sans jamais réfléchir, Bien sûr. En prenant tout pour... Parfois, ça me dépasse, moi, cette façon de tout croire comme ça. C'est... Et c'est ça que je me pose comme question aussi, parce que, tu vois, effectivement, on a de plus en plus de personnes qui s'intéressent aux salariés, aux démissions, à tous ces sujets qui sont, à mon avis, fondamentaux pour pouvoir bien évoluer en tant qu'individu. Mais à un moment donné, je crois que ça doit être aussi dans les deux sens. Tu vois, je me mets dans la posture un petit peu de l'entreprise qui a des collaborateurs. Bah, à un moment donné, qui mérite, quoi. Tu vois. Ben oui, il faut un peu mouiller la chemise. Voilà. Et en fait, cette notion-là, je trouve qu'on l'encourage peut-être pas assez parfois. Tu vois, là, c'est un peu la question qui a fait l'œuf, la poule ou l'œuf, tu sais. Ouais, voilà, ça vient d'où et c'est à cause de quelle est la raison, etc. Je repense à... J'avais envie ce qui me traversait le cerveau là, c'était l'envie d'avoir envie. Qu'est-ce que c'est qui donne l'envie d'avoir envie de faire l'effort ? Ah, ça c'est intéressant à mon avis, ça. Qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet ? Instinctivement, je dirais, ce qui te donne envie, c'est qu'est-ce que c'est que cela va t'apporter, en quoi ça va te nourrir, en quoi ça va te faire grandir, en quoi c'est intéressant. Déjà là, ça donne des éléments de réponse. Et tu vois, ça c'est la motivation intrinsèque. Ouais. Et tout à l'heure, on en a parlé. On a dit le salaire ne fait pas tout. Les gens ne font pas les choses pour l'argent. Ils le font parce que ça va les nourrir intérieurement. Je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, il y avait une phrase justement pour nourrir ce que tu dis, c'est les personnes travaillent normalement pour un salaire, mais se dépassent pour la reconnaissance. C'est ça. Et la reconnaissance qu'elle se donne à elle-même. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Même pas extérieur. Tu vois, il y a trois reconnaissances. Hein. Okay. Il y a la reconnaissance que te donne l'entreprise, l'employeur, par exemple. Ça peut être le salaire, la prime ou la reconnaissance officielle non monétaire. La reconnaissance des pairs. Ah oui. Parce qu'il y a qu'eux qui peuvent dire waouh, c'est beau ce que tu as fait. Ouais. Parce que eux, ils savent quel effort il faut faire pour arriver à ce résultat. Ils ont cette notion d'effort. Donc eux, c'est une bonne récompense. Enfin, moi, par exemple, je vois dans les conférences, quand je reçois un compliment de quelqu'un, d'un conférencier que j'estime. Alors là, je me dis ah oui. Alors là, là ça vaut des sous quoi. Enfin, ça vaut des sous, ça vaut valeur pour moi. Et puis la reconnaissance que tu te donnes à toi-même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, on passe trop vite dessus. On dit si je l'ai fait, c'est que c'est normal. Et on passe pas suffisamment de temps à se dire mais si ça valait, c'était un effort, si c'était quelque chose de bien. Donc 3 types de reconnaissance. Pensez-y. Donc ce que je veux dire, c'est que pour l'individu qui est en entreprise, s'il y a une de ces 3 reconnaissances qui est en défaillance, qu'il essaye de jouer sur les 2 autres pour remettre la tête au-dessus de l'eau et pour se redonner confiance. Ah ouais, c'est intéressant de voir ça sous ce spectre des 3 reconnaissances que je connaissais pas, qui est à mon avis très intéressant à identifier, même pour ceux qui sont en entreprise aujourd'hui et qui nous écoutent.
C'est de faire le point, de se dire, j'en ai combien sur 3? Voilà, j'en ai combien sur les 3? C'est ça. Voilà. Est-ce que j'ai le prix au gagnant? Et au moins qu'on se donne celle que l'on. Voilà, au moins 1 sur 3. Voilà. Ça, c'est notre responsabilité à nous. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que y a cette notion de responsabilité dont je parle beaucoup parce que moi, j'enseigne beaucoup sur le leadership en entreprise. Oui. Que ce soit pour les managers ou pour les non-managers, pardon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est, cette notion de responsabilité. Oui. Et par rapport à ce que tu me partages là, en fait, c'est génial parce que ça veut dire que la part de responsabilité, elle est déjà au moins sur le 1 sur 3. Oui. Et s'ils font bien leur travail sur le 1 sur 3, normalement, ils ont moyen d'accéder aux 2 autres. Oui. C'est ça qui est intéressant. Oui. En gros, ce que tu veux me dire, c'est soyez responsable de vous-même. Hein. Oui, tout à fait. Ah, très très bien. Alors là, ça, à 100% avec toi. N'attends pas que ça tombe du ciel. Prends-toi en main. Je crois que là-dessus, toi et moi, on a le même parcours. Hein. C'est tout ce qu'on a obtenu, on a été chercher nous-mêmes. Oui. C'est pas tombé du ciel. Pas tombé du ciel. Hein. Ouais, d'accord. Personne ne nous aider. Oui, je connais un peu ce qui t'est arrivé. Je connais un peu ton parcours aussi. J'en suis convaincue. T'es vraiment allé le chercher. Et je pense que c'est des valeurs comme ça qui peuvent aujourd'hui inspirer. Oui. Pour les générations à venir. Bien sûr. À nous de les transmettre, Mickaël. Et c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Voilà. Et tu as raison, il faut inspirer les autres en disant n'attends pas que ça tombe du ciel. Prends-toi en main. Et d'ailleurs, c'est à mon avis intéressant de te le partager, mais qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce podcast? C'est que je me suis dit, moi je connais beaucoup de leaders dans l'ombre. C'est-à-dire c'est des personnes qui mériteraient d'avoir un peu plus de lumière sur elles, de par les valeurs qu'elles inspirent, de par qui elles sont, de par ce qu'elles font. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter dans ce podcast. Oh, merci. C'est parce que je me suis dit, si moi je peux t'apporter un peu de lumière, en plus de tout ce que tu fais déjà, parce que je sais que tu es très suivi sur les réseaux, et que tu es conférencière, et que tu as écrit un livre, et tous ces éléments-là. Mais quand même, pour moi, c'est un honneur de t'accueillir ici, parce que c'est aussi l'opportunité de vraiment inspirer les personnes qui me suivent, qui te suivent, et à leur montrer que finalement, en se prenant en main, on peut donner du sens à sa vie. Et je crois que c'est ce que tu as fait. C'est exactement ça. Moi, je dis, je compte sur moi-même. Maintenant, il va falloir que je m'en sorte seule. C'est ce que je me suis dit quand j'ai perdu mon père. J'avais 12 ans. Ah ouais. Ce jour-là, il n'y a rien à faire, quoi. C'est le vide abyssal. Tu es au bord du gouffre. Hein. Voilà. Ce jour-là, tu n'as plus qu'une solution. D'en sortir. Et ça me fait penser que, en termes d'inspiration, c'est un petit peu ma mission de vie aussi, dans l'idée de partager et de dire aux autres, mais prenez-vous en main, vous pouvez le faire, j'en suis convaincue. Vous trouverez la force en vous. Ça va être l'objet de ma seconde conférence, le bon et le rebond. Ah, mais c'est génial, c'est-à-dire que tu me fais une annonce comme ça. Ah, c'est extraordinaire. Ok. Voilà. Donc c'est le bon et le rebond, c'est ça ta deuxième conférence? J'ai pas encore le titre exact, mais c'est plutôt le rebond. Tu vois, c'est comment je rebondis. La vie est belle et comment j'ai fait pour la rendre belle. Et 2025, elle verra le jour en janvier 2025 ma conférence. Je la donnerai la première fois en janvier. Voilà. Donc janvier 2025. Ah oui, donc c'est là en fait. D'accord. Félicitations. Voilà, et j'y parlerai de résilience, évidemment, de tout ce qu'on est en train de se dire, de tout ce que tu es en train de faire aussi, Mickaël. Comment inspirer les autres, comment leur dire voilà. Mais prenez-vous en main, trouvez la force en vous, vous l'avez. Oui. Ayez confiance en vous. C'est ça. Et je crois que le meilleur moyen d'influencer par rapport à ça, par rapport au fait d'inspirer, par rapport au fait de comment dire, de matérialiser concrètement ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire croyez en vous, vous pouvez réussir, vous pouvez vous prendre en main, c'est de montrer l'exemple. Je crois que c'est le meilleur moyen. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'était une phrase, je sais plus qui c'est qui l'a écrite cette citation, mais donner l'exemple n'est pas le seul moyen n'est pas le meilleur moyen. C'est l'unique. C'est l'unique moyen. C'est l'unique moyen. C'est l'unique moyen. C'est vrai. C'est comme un manager qui donne une consigne ou une règle à un manager, mais qui ne respecte pas lui-même. Est-ce qu'il influence? Est-ce qu'il donne l'exemple? Non.
Donc c'est normal qu'après on ne suive pas. C'est absolument. Donc c'est hyper intéressant et je pense que inspiré par l'exemple, c'est le meilleur moyen. Donc c'est le leadership, c'est ça. Bah, le leadership, ça fait partie de. ça fait partie du leadership. Tu enseignes. Tout à fait. Ça fait partie. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que montrer l'exemple. Il y en a d'autres. Ah oui. Ouais, vas-y. Il y en a d'autres. Je pense que pour moi, dans le leadership, il y a 3 composantes importantes. Alors, c'est pas comme la reconnaissance, mais il y a le même nombre. Oui. C'est 1, l'exemplarité. Oui. 2, c'est tout ce qui touche à la considération de l'autre. Le respect de l'autre. Le respect de l'autre, l'attention que je lui porte, la manière dont je cherche à le comprendre aussi, pour finalement lui montrer qu'il existe et qu'il est un humain avant d'être un professionnel, un humain avant d'être une compétence et tout ce qui amène derrière. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est la compétence. La compétence. Si on n'a pas les 3, ou s'il nous en manque un des 3, il y aurait une difficulté. Par exemple, moi, j'ai identifié qu'il y avait des managers qui étaient incompétents, mais qui avaient cette capacité à considérer l'autre. Là, ils sont pour moi dans ce qu'on appelle la zone de complaisance. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément d'évolution au sein de l'équipe, positive au niveau des résultats. Par contre, il y aura une bonne ambiance, mais à court terme. Parce qu'à moyen terme et à long terme, à un moment donné, ça va se dégrader. Parce qu'on va voir qu'il n'y a pas de résultat. Parce que le manager va recevoir une pression plus importante due au fait qu'il n'y a pas de résultat. C'est vrai. Oui, je suis d'accord. Ouais. Tout comme, à l'inverse, si je devais te dire, en fait, parce que ce serait un bon exemple, Steve Jobs ou encore Elon Musk, eux, ils ont la compétence. Oui. Mais ils n'ont pas toujours la considération. Ah oui, Elon Musk. Voilà. Et je suis très sympa quand je dis ça. On ne peut pas dire le contraire. Et donc, en fait, dans ces moments-là, je trouve que le potentiel des équipes est limité. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à se développer parce qu'ils vont adhérer à une vision, à une compétence qui est exceptionnelle, celle de Elon Musk par rapport au génie qu'il peut avoir sur ce qu'il crée. Mais on voit que ça divise. On voit qu'il y en a qui... bien sûr, il y en a qui vont réussir à suivre, mais il y en a plein d'autres qui resteront et qui vont même parfois être détruits par rapport à ce management. Et donc, c'est là où le potentiel peut être limité, voire même brisé parfois. Oui. Donc, pour moi, c'est pour ça que ces 3 composantes, vraiment, c'est les 3 composantes sur lesquelles je travaille beaucoup avec les entreprises pour les aider à se développer et à identifier finalement qu'est-ce qui leur manque. Oui, c'est très, 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 très intéressant, ça. Identifier ce qui leur manque, oui. Et ce que je remarque quand même, c'est qu'il leur manque toujours quelque chose. Alors, t'as compétence... respect de l'autre, considération, compétence. Voilà, considération. Et le 3e, c'est l'exemplarité. Est-ce que je fais ce que je dis ? Est-ce que je dis ce que je fais ? Est-ce que je suis intègre ? Et souvent, on remarque, même dans des grosses boîtes dans lesquelles j'interviens, l'intégrité n'est pas toujours au rendez-vous. Et c'est ce qui fait qu'il y a des dysfonctionnements, que les collaborateurs ne suivent pas et qu'ils n'ont pas envie de suivre. Et c'est normal. À leur place, je ferais pareil, certainement. Parce que j'ai besoin de quelqu'un au-dessus de moi qui me montre l'exemple. Et s'il me dit de faire ça, je sais que lui serait capable de le faire. Je peux donner un exemple concret avec l'inverse. C'est-à-dire que j'ai aussi rencontré des managers qui avaient les 3. Oui. Ils sont plus rares, ils existent, mais ils sont juste exceptionnels. Et en fait, quand je vois le niveau d'engagement de leur équipe, mais aussi du manager, ça donne des résultats fantastiques. Et effectivement, ça, c'est mon bébé avec lequel je travaille beaucoup en ce moment. Et donc, je te rejoindrai peut-être sur scène en 2025. Ça serait génial. Parce que je travaille sur une conférence aussi. Voilà, je sais tout. Wow, et tu vas expliquer ce que tu nous dis. Oh là là, tu me félicite surtout, ça va être génial. Ouais. Ah oui, oui, oui. Et tu me parlais de la responsabilité. Donc, la responsabilité, tu la mets dans le chapitre exemplarité, c'est ça ? Je pense que la responsabilité, finalement, elle est liée aux 3 sujets. Elle est aux 3, oui. Je dirais plutôt qu'elle est liée aux 3, parce que tu dois devenir responsable d'être exemplaire, responsable d'avoir les compétences, responsable de considérer les autres. Bien sûr. Donc c'est le socle. C'est le socle, tout à fait. Ouais. Si je dois aller un peu plus loin. Et donc dans ta future conférence, tu vas expliquer tout ça. Tout à fait. Et il y a un sujet en plus, et c'est pour ça que. Oui, vas-y. C'est génial le titre de ta conférence, parce que en fait le secret pour moi du leader de demain, c'est l'amour. C'est l'amour, oui. L'amour de soi et l'amour des autres. Et l'amour des autres. Que je relie à la considération, bien sûr, pas à l'amour comme... Oui, bien évidemment, oui. Mais à mon l'amour avis, de l'humanité. C'est l'amour de l'humain. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'en parle comme ça ? Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je rencontrais un top manager qui avait des 3 critères et avec qui ça se passait très bien, en fait, je lui posais la question. Je disais, qu'est-ce qui fait ? C'est quoi le facteur X ? Je dis, je sais pas, moi j'aime mon équipe. Et ça venait naturellement. Ouais. J'aime mon équipe. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que pour eux c'est naturel,
Mais par contre, quand j'ai un manager qui me dit non, moi je les aime pas, je m'en fous. Ouais. Là, ça c'est glacial. Et là, du coup, je la regarde comme ça, je dis ah, d'accord, ok. Bah non, je suis pas là pour aimer les gens. Ah bah ouais, effectivement. Alors là où tu as raison, monsieur manager, c'est que effectivement, vous n'êtes pas une famille. Voilà, c'est le monde de l'entreprise. Mais par contre, il y a un niveau de considération à avoir quand même pour ces équipes. Et je me souviens, la première fois qu'on a parlé ensemble, tu m'avais invité à boire un pot, tu te rappelles? Je me rappelle très très bien. Et tu m'as parlé d'amour. Oui. Et je t'avais dit, mais c'est quoi ton moteur à toi? Tout à fait. Et tu m'avais dit, c'est l'amour. Et je pense que tu as contribué à m'aider à assumer cette partie-là. Et ça, effectivement, je le dis avec fierté aujourd'hui, c'est que c'est le plus dur. D'assumer qui on est vraiment. Et de rencontrer des personnes comme toi, ça aide à justement accepter cette partie de nous qui fait notre différence au quotidien, de manière souvent inconsciente, mais qu'on n'ose pas affirmer par peur de jugement, par peur aussi de, entre guillemets, personne ne le fait comme ça. Ah oui. Et donc, comme personne ne le fait comme ça, bah en fait, je vais pas le faire parce que je vais pas faire trop de bruit. Et parce qu'en plus, comme moi, j'ai cette notion de dire, bah en fait, j'aime bien faire partie de l'équipe des leaders dans l'ombre, pas trop me mettre en avant. Moi, j'aime bien mettre en avant les autres. Du coup, si je fais des vagues avec mon amour en entreprise, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir une position que j'aime pas trop. Mais en fin de compte, si, parce que ça va dans le sens de ce qu'on fait. Oui, je comprends comme ça peut faire peur. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que rencontrer des personnes comme toi, c'est juste fantastique, parce que pour moi, c'est des guides qui nous autorisent à être qui on est. Oui, c'est ça qui nous autorise à être qui on est. Et c'est une permission inconsciente, parce qu'en réalité, moi, je demande pas la permission, mais j'ai quand même besoin qu'on me dise oui, tu peux y aller. Oui, mais une sans sorte qu'on me dise. de blanc-seing. Oui, je comprends. C'est intéressant. Ah oui. C'est intéressant. Donc merci. Merci à toi, Michael, de me faire ce retour, parce que ça me fait plaisir, ça me comble même, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Mais après, c'est un long chemin, c'est-à-dire qu'on s'était vu il y a 1 an, je crois, à peu près. C'était même il y a plus que ça, peut-être. Et oui, parce que là, nous sommes... oui, ça doit faire un petit peu plus. Un peu plus. Oui. Et je me souviens aussi, tu m'avais dit quelque chose d'extraordinaire. À moins que ça fasse 1 an, oui, tu as peut-être raison. À peu près. Oui. Mais tu m'avais dit une autre chose qui était géniale, et que je vais partager, et tu compléteras si jamais c'est pas exactement ça, mais à mon avis, ça peut aider aussi les autres. C'est que je te partageais un petit peu de ma vision, de ce que je faisais, etc. etc. Et tu m'as posé une question. Tu m'as dit, et comment tu pourrais faire à l'envers ? Tu t'en souviens de cette question ou pas ? Non. Tu m'avais demandé ça, et j'avais trouvé ça génial, et tu m'avais donné comme exemple, tu m'avais dit, tu sais, la concurrence, par exemple, les Asiatiques, ce qu'eux ils aiment faire, ils aiment tous se mettre à côté. Oui. Et j'avais trouvé ça génial comme exemple, parce que c'est vrai que, alors je me souviens plus exactement du sujet, mais je trouvais que la métaphore plus la question comment tu peux faire les choses à l'envers, et pourquoi je t'en parle, parce que je me la suis posée plusieurs fois sur l'année dernière. Ah oui, de regarder les choses différemment, Exactement. De regarder avec des lunettes différentes. Exactement. Alors un coach aide beaucoup à ça, avoir un regard extérieur. Bien sûr. Mais quand on est seul avec soi-même parfois, de se dire tiens, par rapport à ce problème, comment est-ce que je pourrais faire les choses à l'envers ou différemment ? Et d'ailleurs, c'est grâce à ce genre de questions que parfois en formation, quand je vois que ça bloque, je me dis il faut faire les choses à l'envers. Il faut que je fasse différemment. C'est ça. Et souvent c'est gagnant comme comportement. Parce que déjà moi ça me permet une flexibilité, mais aussi parce que de l'extérieur ça surprend. De se dire ah oui, fais pas comme les autres. Et oui, tout à fait. Et c'est vrai, c'était ça l'exemple. C'était et je venais de le vivre le matin, je crois, avec ce commerçant qui est asiatique à qui je disais mais regardez le monsieur en face, il vient d'ouvrir un magasin de légumes juste à côté d'un magasin de légumes. et lui m'avait dit il a raison et je m'étais dit tiens, il voit pas les choses comme moi. Ouais. Pourquoi ? C'est quoi, lui, sa façon de raisonner ? Bien sûr. Donc, c'est comme ça qu'on a... Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Ah oui, c'est exactement ça. Et c'est vrai que ça peut... Ah oui, ça me rappelle une pensée aussi. On l'attribue à Lao Tzu, je crois. C'est quand je lâche qui je suis, j'entrevois qui je peux devenir. Ah oui. C'est pas tout à fait pareil. Mais ça veut dire qu'il faut d'abord lâcher ma façon de penser pour acquérir une autre façon de penser.
Mais si on pense toujours, et tu sais, on dit si on fait toujours de la même chose, toujours plus de la même chose, il y aura aucun changement. Donc à un moment, il faut bien faire différemment. Oui, c'est maintenant, comme tu dis, il faut avoir de la force et du courage pour faire différemment. Voilà. Par contre, c'est ça. Force, courage, et je pense qu'il faut aussi être bien entouré. Et si on n'a personne, parce que ça peut arriver aussi, c'est se solidifier par rapport notamment à des croyances ou des ancrages très forts pour être sûr de pouvoir affronter l'adversité ou pour être sûr tout simplement de faire entendre sa voix par rapport à qui on est vraiment. Et à mon avis, ça c'est un message clé qu'il faut qu'on partage, parce que quand on a le courage d'être qui on est, moi je suis convaincu que déjà il faut avoir le courage de ne pas être aimé. Ça c'est pas toujours facile. Ça c'est très dur. Voilà. Pour nous en plus qui sommes un peu sensibles, c'est plus difficile, mais on peut y arriver. Et puis au-delà du courage de ne pas être aimé, c'est aussi le courage d'embrasser la réussite. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour certaines personnes. Moi, je m'inclus dedans. Et embrasser la réussite, c'est accepter que les choses vont évoluer. C'est accepter que les choses qu'on va perdre le contrôle, en fait. Voilà. Et je pense que c'est ça le mot-clé qui est intéressant. Wow. Bon, je me tais maintenant, c'est bon. Je suis... Ah oui, c'est une belle leçon que je prends aussi pour moi, pour nos auditeurs, mais aussi pour moi, qui va me faire réfléchir encore. Tant mieux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Une belle conférence en 2025, une belle conférence de plus, peut-être une carrière de conférencière extraordinaire. Pour toi, ce serait quoi d'ailleurs une carrière réussie de conférencière ? Alors, pour moi, la réussite, c'est une de mes valeurs depuis toute petite. Hein. Et j'ai dû y réfléchir. Parce que je me suis dit, mais c'est quoi réussir ? Est-ce que c'est uniquement gagner de l'argent ? Est-ce que c'est faire comme les autres ? Ça a été une leçon que m'a donnée la vie. C'est le mimétisme. À un moment donné de ma vie professionnelle, j'ai voulu faire comme les autres. Par mimétisme. Et j'ai voulu la carrière des autres en me disant que ça, c'était la réussite. Et au final, tu vois le faux chemin, enfin le cheminement, comme le cheminement, et je me suis aperçue que le mimétisme, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Parce que c'est justement ce qui te conduit à faire ce que tu n'as pas envie de faire, ce qui ne te correspond pas. Oui. Alors au début, tu t'obliges en disant mais les autres l'ont fait, pourquoi pas ? Mais bon sang, il faudrait que j'ai un peu de volonté quand même. Alors tu te secoues, tu t'obliges. Tout à fait. Mais bon sang, ça ne te correspond pas. Exactement. Et la poussière est dure à avaler lorsque tu chutes, parce que tu as pris le mauvais chemin par mimétisme. Bien sûr. Donc c'est revenir, c'est comme tu dis, c'est avoir le courage de regarder qui on est et de ne pas vouloir épouser la réussite des autres. La réussite des autres ne nous convient pas forcément. Ah non. Oui. Voilà. Donc la réussite, on apprend que c'est pas la réussite de carrière, que c'est pas la réussite d'argent, c'est la réussite d'être fier de soi. Ok. C'est la réussite de se dire, d'être à l'aise avec soi-même. D'être bien dans sa peau, comme on dit familièrement. Alors on va dire, oui, mais ça veut dire quoi être bien dans sa peau ? Ça veut dire être à l'aise avec soi-même, ça veut dire se respecter soi-même, ça veut dire s'aimer soi-même, parce que tu parlais d'intégrité. D'être sûr de ne pas avoir fait quelque chose de pas bien, répréhensible pour soi, de ne pas avoir trempé là-dedans, tu vois, d'avoir suivi sa ligne directrice. Bien sûr. Et c'est quand même important de le dire son aussi. Son sens. Voilà, bien joué, son sens. Et c'est aussi important de le répéter, si on ne l'a pas dit clairement encore par rapport à ce que tu viens de partager, mais c'est qu'en fait, ça arrive de faire des erreurs. Ça arrive avant de savoir qui on est, on doit se tromper. C'est normal. Et donc, faut pas croire que l'intégrité, c'est quelque chose avec lequel on est. À mon avis, l'intégrité, c'est quelque chose qu'on peut acquérir au fur et à mesure du temps et qu'on peut intégrer comme philosophie de vie, comme valeur importante. Parce que moi, avant d'être intègre, j'ai fait plein d'erreurs.
J'ai fait plein d'erreurs, je me suis trompé plein de fois, j'ai fait plein de sorties de piste, j'ai voulu faire des choses qui n'étaient pas alignées avec qui j'étais vraiment, mais si je les avais pas faites, j'aurais pas su. Tu n'aurais pas su. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut faire ces expériences. Il faut faire ces expériences. Et je crois juste que la clé dans tout ça, c'est à un moment donné d'avoir un moment de conscience, un moment de méditation peut-être, un moment de recul, un moment d'échange avec quelqu'un d'extérieur qui nous permet d'identifier si c'est le bon chemin ou pas. Oui. Et peu importe quand c'est ce moment-là, mais à un moment donné, je pense que c'est important de l'avoir parce que ça nous permet justement de retrouver le sens de ce qu'on veut faire. Oui. Mais si on l'a pas à ce moment, après, on est dans l'automatisation des choses. Oui, ça, c'est pire que tout, l'automatisation. Et c'est là où, effectivement, on rencontre après des personnes qui n'ont plus envie, qui ne se sentent pas reconnues, qui sont en difficulté. Et dont la vie est un peu désertique. Hein. Oui. Parce que faire les choses par automatisme, c'est pire que tout, je crois. Ouais, c'est douloureux, effectivement. Surtout quand on sait qu'il y a d'autres possibilités. Oui. Quel vide abyssal. Pour revenir à la question pour toi sur la conférence. Oui. Quels sont tes critères de réussite peut-être pour la conférence? Parce que alors, je t'ai vu sur scène. Ah oui, pardon. Je t'ai vu sur scène, c'était fantastique. Tu m'as vu sur scène? Alors j'ai vu en photo. Et on m'en a parlé. Du coup, j'ai eu les deux. Ah oui, c'est vrai. Et on m'a dit, Cécile, bah non, c'était extraordinaire. Mais ça, c'est la reconnaissance extérieure. Pour revenir à tes 3 critères, la vraie question, c'est, toi, c'est quoi tes critères de réussite sur la conférence? C'est quand tu arrives à emporter le public avec toi. D'accord. Donc là, on pourrait dire que c'est quand tu vois dans les yeux des personnes là, tu sais, tu les vois, parce que parfois tu dis, la salle, elle va être dans le noir, mais tu arrives à voir au bout d'un moment, tes yeux s'habituent et tu vois des visages et tu vois les yeux qui te regardent. Là, c'est une réussite parce que les gens écoutent ce que tu dis. Alors, je me souviens d'une dame qui faisait comme ça au premier refrain. Oui, ça c'est vrai, moi je l'ai vécu. Voilà. Et là, tu te dis, bon, je parle à un humain qui comprend ce que je dis et il me le renvoie. Et là, il y a une véritable connexion. Ça, c'est la réussite. Ça, c'est la réussite. Et quand ce que tu dis sur scène, ça fait réfléchir l'autre en disant, je m'identifie, je l'ai compris. Oui, elle me dit quelque chose. Voilà. Et je m'en souviendrai. C'est ça, réussir une conférence. Tu vas le voir en 2025 quand tu vas faire quand tu vas amener les gens à réfléchir sur le leadership et sur tes 3 critères, tu vas le voir dans les yeux des gens. Ouais, je pense. C'est la graine que tu as semée dans leur tête. Ouais. Tu vas voir qu'est-ce que ça fait. Tu le verras. Parce que forcément, il y a le côté positif et le côté peut-être de la peur qui peut parler. Est-ce que tu as vu justement dans des regards des personnes qui au contraire n'étaient pas d'accord ou étaient en opposition sur ce que tu pouvais partager ou pas? Alors, j'ai pas vu d'opposition. En revanche, au moment des applaudissements, il m'est arrivé ou des sourires parfois, parce que tu dis quelque chose, tu fais un silence. Pour que le public intègre ce que tu es en train de dire. Et j'ai vu peut-être une personne ou deux applaudir ou peut-être un peu plus mollement que d'autres. Ok. Et ça, c'est ok pour toi? Pas de... Tu peux pas plaire à tout le monde. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Tu sais, on disait tout à l'heure, il faut 5 compliments pour... Ouais, c'est clair. Bon, alors il faut penser au retour que tu as eu positif et puis te dire, écoute, peut-être que, tu vois, il y a aussi des gens qui sont plus, par exemple, si tu regardes les Américains, les conférences aux USA, c'est toujours un show. Oui. Et c'est toujours joué sur le pathos. Alors pour ceux qui connaissent pas le pathos. Alors le pathos, c'est tout ce qui est dans l'émotion. L'émotion, d'accord. C'est pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est un petit peu. Alors il en faut de l'émotion. Cependant, s'il n'y a que l'émotion, ça peut être le rire, ça peut être les larmes, ça peut être voilà. Mais s'il n'y a que l'émotion, mais qu'est-ce que les gens vont? Quel est le message qui va faire réfléchir? Ok. Donc chez nous, en France, en Occident, enfin en France, du moins, on aime qu'il y ait les 3. Qui est le message sur lequel le contenu et que tu fasses pleurer, aimer, rire. En plus, c'est bien, mais il faut qu'il y ait du contenu. Donc peut-être que la personne qui t'applaudit qu'à moitié
ou alors elle connaît pas ton ethos, tu as pas à mal affirmer ton ethos. Peut-être cette personne a un doute en disant mais qui elle est pour me dire ça. Ethos, crédibilité, c'est ça que tu veux dire? Alors ethos, crédibilité, voilà, c'est ça. C'est qui je suis pour te dire ça. Ok. Alors si la personne ne l'a pas perçu, peut-être elle va se dire c'est quoi la preuve? Tu vois, ouais, voilà. C'est pour ça, dans les conférences, si tu peux mettre un petit peu de chiffres, une étude référenciée ou des statistiques, quelque chose qui montre que tu n'as pas sorti ça du chapeau comme ça, c'est bienvenu. Voilà, c'est bienvenu. Donc, sinon, oui, il y a la réactivité, la sensibilité de la personne. Si elle n'attendait que de la joie ou que de l'émotion ou quoi, et que tu fais passer un message, elle va dire bon, m'en fous moi de son message, que sais-je. Voilà, ça dépend aussi du public. Si je ne sais pas si un conférencier français, s'il se donnait aux USA, s'il aurait du succès. Ouais, je pense pas. Tu vois, il y a peut-être ça aussi. Peut-être ça, effectivement. La culture qui rentre. Voilà, la culture du pays, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Très clairement, très clairement. Ouais. En tout cas, merci. C'était un super moment passé avec toi. Merci, Mickaël. Je vois qu'on a parlé, mais alors... On a beaucoup parlé pendant ce podcast. En tout cas, voilà, je suis très reconnaissant de t'avoir reçu et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci pour 2 raisons. Pour ton invitation et deuxièmement pour le plaisir que j'ai pris à cette conversation. C'est génial. Ça me touche. Merci encore.